Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de PodQuest, la quête du meilleur podcast. PodQuest, la quête du meilleur podcast, une aventure auditive présentée par Radio Arc-en-Ciel. Et oui, on continue de vous embarquer dans cette aventure pour percer les mystères du podcast. Donc on part ensemble en quête du meilleur podcast, mais surtout comment créer son meilleur podcast. Notre objectif, c'est vous aider à vous lancer dans la création de votre propre projet ou améliorer celui déjà existant. Et vous aider à réaliser un podcast, c'est justement l'esprit du printemps du podcast, qui sera un événement qui se déroulera du 11 au 13 juin 2026. La radio vous ouvre ses portes, donc si vous voulez bénéficier de l'expertise, de matériel professionnel de la radio, eh bien venez, vous pouvez tourner votre propre épisode. Et donc si vous voulez vous inscrire, ça se passe sur le site du printemps du podcast. Et à cette occasion, dans PodQuest, on invite des créateurs et créatrices qui se sont déjà lancés dans l'aventure. Le but, ça va être de profiter de leur expérience, recueillir des conseils précieux. Et aujourd'hui, c'est une créatrice qui est avec nous, Fanny Cohen-Moreau. Salut Fanny. Salut tout le monde. Très content que tu sois avec nous dans PodQuest. J'espère que toi aussi. Oh bah oui, très contente. Toujours contente de parler podcast, ça c'est sûr. C'est Fanny qui vient marquer l'histoire de PodQuest avec un petit H, mais Fanny, c'est l'histoire avec un grand H dont elle est la spécialiste, puisqu'elle nous fait découvrir l'histoire du Moyen-Âge de manière passionnante dans son podcast Passion médiéviste. Le concept, c'est d'interviewer des chercheurs et chercheuses en histoire dans toute la France, et ça nous permet de connaître le Moyen-Âge sous un angle différent, dont on peut avoir l'habitude de voir. Mais je laisse la parole à la principale intéressée. Qu'est-ce que c'est Passion médiéviste pour toi ? Bah tu l'as bien dit, effectivement. Moi, l'idée, c'était effectivement d'entendre les personnes qui font la recherche aujourd'hui en histoire médiévale. Alors parce que on dit, on a l'impression qu'on sait tout sur l'histoire, on a l'impression, on a les manuels, on a les livres, mais or, il y a encore des gens qui font des thèses en histoire médiévale. Donc, quels sont les sujets qui sont étudiés aujourd'hui à l'université ? Mais aussi, vraiment, et ça c'est important, c'est un podcast qui est pour le grand public. En fait, moi, j'interviewe des gens qui effectivement viennent de l'université, mais avec l'ambition de parler au grand public. Donc vraiment, je leur demande de m'expliquer toutes les choses en détail, mais pas trop en détail non plus. C'est-à-dire vraiment, on parle des questions générales. Vraiment, quand mon invité me dit, oui, le haut Moyen-Âge, je dis, alors c'est quoi déjà le haut Moyen-Âge ? Donc c'est le début du Moyen-Âge. Donc ouais, tu vois, vraiment, j'essaye d'avoir un peu toutes ces questions basiques qu'on pourrait avoir spontanément, mais aussi au fur et à mesure de rentrer en détail. Donc voilà, et puis j'ai ça, et puis en fait j'ai plein d'autres formats différents sur le Moyen-Âge. En fait, j'ai ce format-là qui est mon format de base, que je sors tous les mois depuis bientôt 9 ans, depuis 2017. Et en fait, comme j'aime pas m'ennuyer, je fais plein d'épisodes différents, de formats différents pour parler de Moyen-Âge à chaque fois. Et vraiment avec l'idée de faire connaître l'histoire. Et on va juste, voilà, en fait, comme si c'était un peu un grand tableau, et à chaque fois, je donne un petit pixel du tableau. C'est une belle image. Et Fanny Cohen-Moreau, mais qui c'est en fait finalement ? Ah bah, Qu'est-ce c'est que moi. tu fais à côté ? Quel est ton parcours ? Alors, moi, à la base, j'ai fait des études d'histoire et de journalisme, mais je savais pas trop où je voulais aller. Enfin, j'étais intéressée par la radio. Je sais, j'ai un petit peu travaillé à France Inter notamment, mais pas au micro, tu vois. Moi, j'ai toujours été plutôt dans les côtés préparation d'émissions de radio. Les petites mains qui trouvent les invités, qui trouvent les sujets, qui préparent les émissions et tout ça. Et il y a un moment où Passion médiéviste est venue et a permis de rencontrer... de faire se rencontrer, mais à la fois ma passion pour l'histoire et ma passion pour la radio. Et j'ai lancé comme ça. Mais moi, à la base, moi, je suis toujours très curieuse et j'adore poser des questions aux gens. Donc voilà, c'est ce que je fais dans Passion médiéviste. Je pose des questions aux gens. Très bien, je t'embarque avec moi pour partager un bout de cette quête du meilleur podcast. Mais attention, une quête, ça se mène pas n'importe comment. Ça se fait en plusieurs étapes. On va suivre les étapes d'un récit. Donc, la situation initiale, l'élément perturbateur, les péripéties, le dénouement et enfin la situation finale. Donc, commençons par la situation initiale. Dans quel état d'esprit tu étais avant la création de ce podcast ? Quel était le contexte ? Moi, j'avais en tête que, par exemple, comme je te disais, moi, je trouvais que le travail des jeunes chercheurs et chercheuses en histoire médiévale et en histoire générale n'était pas assez valorisé. Je parle des gens notamment qui font des masters, donc c'est avant la thèse, et je trouvais que du coup, des fois, les gens, ils faisaient des recherches pendant 1 ou 2 ans, et pouf, ça disparaissait, il n'y avait quasiment pas de mise en avant. Donc bon, moi, j'avais déjà un petit peu ça en tête. Et je crois que j'écoutais des podcasts, mais je n'en faisais pas à l'époque. Et quand j'ai lancé Passion médiéviste, c'était pas avec un projet de faire ça de façon professionnelle. Enfin, l'idée, c'était juste vraiment comme on fait de la poterie ou du théâtre, comme un hobby. J'ai lancé Passion médiéviste comme ça.
Mais donc, ce qui était bien, c'est que, alors, moi, j'avais déjà des très bonnes cartes de départ. Je savais faire de la radio, je savais utiliser un matos, alors un matos de base et tout, mais voilà, c'est aussi, j'avais quelques, si on doit dire, mon personnage avait des bons skills de départ pour commencer son aventure, vraiment, j'étais pas comme tous les autres, j'avais vraiment des très très bons skills de départ, ce qu'il faut qu'effectivement ça aide à aller un peu plus vite. Alors, dans un bon récit d'aventure, il y a souvent un héros ou une héroïne, donc l'héroïne aujourd'hui, ça va être toi. Donc finalement, avec tes armes déjà affûtées, comme tu nous as dit, tu t'es lancé. Quand tu as créé Passion médiéviste, tu t'es créé un personnage en tant qu'hôte du podcast Passion médiéviste ou tu étais plutôt Fanny, toi-même? Eh ben, alors c'est une très bonne question, mais même au début, en fait, j'étais en retrait. Vraiment, je crois que j'ai dit mon nom dans le podcast au bout, je sais pas, de 3 ou 4 ans. Ah oui. Donc au début, j'étais un peu, si tu veux dire, un peu une... Bah, en fait, même au début, je voulais même pas mettre ma voix. Je me disais, bah, c'est pas moi le sujet, on s'en fiche, c'est mes invités. Mais je me suis dit quand même que c'était plus intéressant pour qu'on comprenne où on va en fait, et avoir les questions et tout. Donc au début, je suis un peu une héroïne un peu effacée. Tu vois, je suis un peu une héroïne un peu en retrait qui essaye de... Qui mène les gens avec elle dans sa quête, mais qui, en fait, elle, pour l'instant, a un rôle finalement secondaire, en tout cas un petit peu en retrait. Et vraiment, j'ai mis du temps à m'affirmer. Et alors, c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a dit, mais c'est vrai que non, bah, toi, quand tu fais le podcast, tu as une personnalité différente. Moi, j'ai pas l'impression. Bah, juste, c'est sûr, je suis un peu plus candide que ce que je suis normalement. Ah oui. Je pose des questions. Bah, on va dire que je vais avoir des questions spontanées que dans la vraie vie, je sais, tu vois. Donc, parce que des fois, il faut poser des questions que le public se pose, même si moi, j'ai déjà la réponse. Donc, il y a un peu ce côté de pousser un petit peu l'étonnement, même si en vrai, je peux déjà, des fois, quand je fais « Mais non, c'est pas vrai !» Parce que des fois, mes invités me racontent des trucs de fou. Ça, je le force pas forcément beaucoup. Mais voilà, j'appuie un petit peu. Mais moi, je trouve que je suis pas si différente au micro et hors micro. Bah, juste, forcément, je parle un poil différemment. Donc, ma personnalité, écoute, elle est un peu comme je suis en vrai, moi, je trouve, en tout cas. Tu adaptes ta posture, mais tu gardes ta personnalité et c'est juste essayer de générer des réponses avec des questions, même si toi, tu connais la réponse. Le but, c'est pas finalement forcément de toi t'instruire, mais que les autres, en fait, ceux qui t'écoutent, puissent apprendre. C'est ça. Vraiment, moi, c'est ça, quand j'enregistre, quand je fais mes épisodes, à chaque fois, je pense aux auditeurs, auditrices qui ne connaissent pas forcément le sujet. Je briefe mes invités. Je leur dis attention, voilà, fais attention. Par exemple, il y a des phrases des fois un peu toutes faites qu'on peut dire, par exemple, on sait que, ou tout le monde sait que, mais parce que les gens ils disent ça, et je dis bah non, ces phrases-là, faut pas les dire. Même si ça peut être un tic de langage en fait, tu vois, c'est pas forcément fait exprès. Mais du coup, moi, je fais attention à ça. Mais tu vois, sur le côté personnalité, moi aussi, je me suis rendu compte que, au fur et à mesure, j'ai un peu plus affirmé ma personnalité. On y reviendra si tu veux. Mais je pense que notamment sur le côté un peu léger, blague. Alors dit comme ça, on a l'impression que je suis vraiment une humoriste. Mais non, mais juste de temps en temps, j'essaie de faire des toutes petites blagounettes. Mais vraiment, alors des fois, je les coupe au montage parce que je me dis non, mais ça n'a fait rire que moi. Mais j'ai mis du temps à me rendre compte aussi que les gens écoutaient le podcast aussi parce que c'était moi qui le faisais, dans le sens où c'est parce que j'y mettais de mon ton. Mais voilà, ça m'a mis du temps à ce que je dis ah oui, ok, bon, je peux un peu plus me lâcher, ça va. Et c'est comme ça là j'ai fait un épisode il y a pas très longtemps où clairement il y a une blague où je me dis, alors c'était un épisode en public, en plus la blague a tellement fonctionné, je me suis dit normalement je pense que je l'aurais coupé au montage parce qu'elle a un poil limite, je laisserai écouter, c'est dans un dernier Passion moderniste, un autre de mes podcasts. Ma personnalité, elle s'est affirmée au fur et à mesure. Et si tu devais donner le nom d'une héroïne dont l'âme principale serait un micro, quel nom ce serait? Ouh là là, tu m'as dit héroïne, j'ai pensé à Ewilan parce que c'est ma génération, on a grandi avec ça. On pourrait l'appeler, je sais pas. Là, tu me prends un peu de cours. Bah, appelons-la Anna. Tiens, voilà, on va l'appeler Anna, c'est mon 3e prénom. Voilà. C'est ta troisième personnalité. Dans la vie, c'est qui ton héros ou ton héroïne à toi? Ou quelqu'un qui t'inspire, que tu admires? Quelqu'un qui m'inspire alors que je n'ai jamais rencontré, même si je pense en fait, c'est la personne que je rêverais de rencontrer. C'est un monsieur qui s'appelle Jean-Claude Amezen. Alors dit comme ça, tu te dis, mon héros c'est un Jean-Claude, et oui. Mais en fait, c'est un monsieur qui faisait une émission sur France Inter. Alors maintenant, il est à la retraite et voilà, je pense qu'il faut pas que je tarde trop si je veux le rencontrer parce qu'il a l'air un peu âgé. Et en fait, il faisait une émission sur France Inter qui s'appelait Sur les épaules de Darwin. Et Sur les épaules de Darwin, c'était une émission, c'était lui qui parlait pendant 1 heure, qui parlait mais de plein de sujets à chaque fois en se basant sur des recherches scientifiques. Tu commences à comprendre pourquoi j'aime bien.
Et vraiment, avec un ton de voix très calme, en fait, moi, je m'endors avec ça tous les soirs depuis 10 ans, voilà. Mais surtout, il parle de l'histoire de la bière, il parle des grenouilles, il parle des abeilles, il parle des plaques tectoniques, de plein de choses avec un super ton de voix. Et on comprend, alors que c'est des recherches scientifiques très, très, très poussées, de chercheurs vraiment, voilà, de grandes universités américaines parfois et tout. Et j'adore son ton de voix. Donc vraiment, moi, je m'inspire à chaque fois de ça. Je me dis, allez, Fanny, déjà, parle un peu plus lentement, pose un peu plus ta voix et essaie de bien expliquer les choses. Et donc, c'est une personne qui t'inspire aussi pour ton travail. C'est ça, exactement. Vraiment, à chaque fois, je fais « Ah, mais j'aime bien comment il a présenté ça. » À chaque fois, je me dis « faudrait que je fasse un peu comme ça. » Les héroïnes, les héros, souvent, ils ont une cause. S'ils partent à l'aventure, ils y vont pas pour rien. Toi, avec Passion médiéviste, qu'est-ce que tu recherches ? Moi, mon rêve, c'est qu'il n'y ait plus de clichés sur Moyen-Âge. Alors, ce ne sera pas possible. Parce que moi, le problème, c'est que je me bats face à des choses énormes. C'est-à-dire que il suffit que dans les médias, un politique dise « Ah, c'est comme le Moyen-Âge » et paf, on y retourne. Il suffit qu'il y ait un film qui sorte avec un peu des clichés, des gens dans la boue. Tu sais, le filtre marron qu'il y a des fois sur les films. Voilà, il suffit qu'il y ait ça. Donc moi, je me base sur des choses... Je me bats contre des gens beaucoup trop grands, mais c'est pas grave. Vraiment, moi, mon but... Ça correspond un petit peu à une réalité ou pas du tout ? Non, en fait, le Moyen-Âge est beaucoup plus coloré. C'est pas une période plus sombre qu'on croit. C'est pas une période où il n'a pas fait froid pendant 1000 ans. Non, en fait, chaque période a des périodes de guerre. En fait, c'est relativement la période où il y a le moins de conflits, en fait, parce que on est sur 1000 ans d'histoire par rapport à l'époque moderne. Donc, époque moderne, c'est en gros des années 1500 à 1800, en gros de la Renaissance à la Révolution française. Là, c'est beaucoup plus guerrier. Et donc, voilà, moi, mon but, c'est que les gens se disent « Ah oui, le Moyen-Âge, j'ai entendu parler, c'est une période qui est plus intéressante qu'on croit et qui est moins de clichés. » Voilà, moi, c'est mon but dans la vie. J'y arriverai jamais totalement, mais aussi, mon but, c'est que les gens s'intéressent à cette période et se disent « Tiens, ah ouais, voilà, juste développer la curiosité des gens. » Moi, c'est mon but dans la vie aussi. Je pense au final, qu'est-ce que tu y gagnes ? Je vais te raconter quelque chose de très personnel. Attention, c'est très personnel. Vraiment. Moi, il se trouve que j'ai pas envie d'avoir d'enfants dans la vie. Et là, bientôt, je vais avoir 34 ans cette année. Et je suis tout à fait en paix avec ça et tout. Mais je pense que le côté transmission, pourtant m'anime. Tu vois, si je me dis qu'en fait, j'ai ça dans mon métier. J'ai la chance... par mon travail, de me dire il y a plein de gens, bien sûr c'est pas énorme non plus, mais je me dis il y a plein de gens qui dans leur vie vont être impactés un tout petit peu par Passion médiéviste. Et ça c'est déjà énorme. Il y a même des gens, alors ça c'est vraiment, on est sur une petite dizaine maintenant, il y a des gens qui ont fait des études d'histoire médiévale grâce au podcast. Je me dis mais ce podcast a permis d'influencer la vie des gens, c'est incroyable. Ouais, c'est dingue. Et donc je me dis, tu vois, ce côté, voilà, j'ai déjà un peu... Si on doit dire quelle va être ma marque dans le monde, ouais, c'est vraiment deep comme réflexion, mais qu'est-ce que je vais laisser dans ce monde ? J'ai déjà réussi. Tu vois, là, je me dis, j'ai déjà réussi à un tout petit peu influencer le cours du monde. T'as vu le gros melon qu'elle a, hein. Ouais. Mais voilà, vraiment, si je dois me dire, est-ce que j'arrive à faire quelque chose avec ce podcast ? Oui, j'y arrive et c'est déjà hyper cool. Mais c'est vrai que c'est incroyable de se dire qu'on a pu influencer la vie des gens ou marquer des personnes, etc. Mm-hmm. C'est finalement... C'est une récompense bien plus grande que, par exemple, l'argent. C'est ça. Il y avait quelques années, j'ai reçu un témoignage qui m'avait beaucoup touchée. C'est quelqu'un qui m'a dit, voilà, je suis infirmière et je m'occupe d'une femme qui a perdu la vue il n'y a pas longtemps et qui est pas bien du tout, qui est une personne un peu âgée, qui est malheureusement un petit peu en dépression à cause de ça. Donc, elle dit, je l'assiste au quotidien. Et elle dit, je savais pas trop, j'essaie de la faire divertir, de la faire sourire et tout ça. Et je lui dis, j'ai mis votre podcast un jour, comme ça. Et elle dit, et je l'ai vu sourire et ça faisait longtemps que je l'avais pas vu sourire. Voilà, j'ai aidé quelqu'un à sourire. Magnifique. Et t'imagines, voilà, c'est déjà super. Donc voilà, tu vois, même ce genre de témoignage, moi, je me dis, ok, je fais quelque chose qui aide les gens d'une façon ou d'une autre, et c'est quand même très cool. Et c'est vrai que tu arrives en plus à avoir une portée assez grande quand même par rapport à certains, pour la majorité des personnes qui font un podcast. On va dire, ils restent un petit peu dans l'ombre. Et toi, tu as quand même sur Instagram près de 16 000 followers, ce qui est quand même pas rien. Oui, après, je peux te dire par rapport à d'autres podcasts, c'est pas beaucoup. Hein. Il y a vraiment... moi, je suis pile au milieu entre les petits et les très gros. Les très gros, tu vois. Moi, j'estime que je fais entre 12 000 et 15 000 auditeurs par mois. Les très gros, ils sont plutôt à 50 000, tu vois.
Donc moi je suis vraiment voilà, autant du côté professionnel, oui ça c'est sûr, je suis clairement plus professionnalisée, mais niveau écoute et tout ça, je suis vraiment au milieu. En tout cas moi je me considère comme étant au milieu et je suis déjà très très contente de ce que j'ai. On est bien d'accord que c'est déjà beaucoup. J'ai déjà une audience sympa et tout, mais on m'arrête pas dans la rue. Alors que je pense qu'il y a des podcasteurs et podcasteuses très connus. Pour le coup, eux ils marchent dans Paris, tout le monde les arrête quoi. Non, mais c'est vrai que tu as pu acquérir une petite notoriété, au moins reconnaissance dans ton domaine. Par exemple, tu as déjà fait des petites apparitions sur France TV, non? Oui, j'ai déjà été dans un documentaire sur France 5. J'ai déjà été au JT de France 2 il y a quelques années. Ça, c'était fou. Ouais. 13h ou pendant- 20h? Aux 20h pour parler du bardcore, qui est en fait une musique qui est inspirée du Moyen-Âge. Et ouais, mais ça, c'était vraiment il y a quelques années. Et non, mais en vrai, voilà, je relativise, mais je suis quand même très contente de ce que j'ai. Et j'ai parlé de l'argent tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a quand même, au final, peu de personnes qui peuvent vivre d'un podcast. Et toi, c'est ton cas. Alors, c'est pas uniquement du podcast. En fait, c'est ça. Moi, maintenant, je suis en freelance, en podcast. Donc ça, tu vois, si on doit dire une autre aventure dans cette PodQuest, effectivement, moi, j'ai cette chance-là, c'est que, en gros, il y a quelques années, j'ai lancé un financement participatif, donc où les gens peuvent financer mon travail. Donc c'est comme du mécénat. En fait, moi, je considère ça comme du mécénat parce qu'ils n'ont pas de contenu en plus. Vraiment, les épisodes et les podcasts seront toujours gratuits pour tout le monde. Ça, c'est hors de question que je les mette en paywall ou quoi, vraiment hors de question. Donc les gens en fait contribuent et alors je peux dire parce que c'est public en fait parce que c'est sur notamment Patreon, je suis à 1 300 € par mois avec juste ça. Bon, sachant que je donne un tiers à l'URSSAF derrière. Voilà. Et aussi, si on juste sur mes activités de podcast Passion médiéviste, moi je fais des partenariats avec des musées et institutions. Et en fait, et donc là, voilà, environ un par mois en ce moment, enfin un par mois ou quasiment un tous les un mois et demi. Je suis très contente de ça. Et là, c'est sûr que ce modèle économique-là, parce que du coup, j'ai 0 pub. J'ai eu des sponsors, mais vraiment pour 5 épisodes sur 9 ans. Donc vraiment, c'est quasi. Et les sponsors, c'était le Théâtre du Châtelet, c'était le musée de Cluny, tu vois, c'est aucune entreprise privée, j'ai fait la promotion de rien, à part de trucs culturels en général. Donc effectivement, ce modèle économique-là, que j'ai bâti au fur et à mesure, je suis quasiment la seule en France à avoir ça, notamment parce que je fais, notamment dans mes partenariats, donc je fais des épisodes sur des musées, institutions, mais notamment je fais des enregistrements en public, des événements en public dans les musées. Et là aussi, je suis quasi la seule à faire ça. Donc, mais ça a été vraiment un long travail. Tu vois, là, ça fait 9 ans que je fais ça. Ça s'est bâti au fur et à mesure. Et j'ai commencé à me dire, OK, je gagne financièrement ma vie avec ça au bout de 4 ou 5 ans. Donc ça, déjà, ça a pris beaucoup de temps. Il y a eu de la Mais persévérance. c'est vraiment, là, je pense, un vrai, dans notre histoire de PodQuest, vraiment, là, pour le coup, le fait de me dire, allez, je commence à en gagner ma vie et être financièrement avec ça, ça a été une vraie péripétie, un vrai... Waouh. Là vraiment, je dis ok. Et donc, et comme tu l'as dit, effectivement, à côté, moi, je suis donc freelance en podcast pour d'autres. Je suis aussi formatrice en podcast en université et en collège actuellement. Donc pas du tout les formations qui rapportent plein d'argent. Non, moi je fais pas du tout ces formations-là. Moi j'ai choisi l'université et on gagne pas énormément d'argent à l'université. Bon bref, voilà. Moi de toute façon, je suis dans l'idée de jamais mettre tous mes œufs dans le même panier. Vraiment de diversifier mes sources de revenus, vu qu'en freelance, c'est quand même mieux parce qu'on sait jamais. Indice économie, ça peut toujours tomber d'une façon ou d'une autre. Donc voilà. Et c'est la passion qui te guide. Ah oui, la passion et voilà le travail aussi. Et c'est ce que je dis souvent, c'est que j'ai le luxe de faire ce que je veux avec qui je veux. Je pense que dans le travail, il n'y a pas beaucoup de gens peut-être des gens qui aiment leur travail, mais pas leurs collègues. Alors des fois, oui. Mais voilà, je fais ce que je veux dans mon travail. Et ce qui t'a poussé à commencer Passion médiéviste, c'est justement ta passion pour l'histoire et le Moyen-Âge. Et maintenant que tu en vis, est-ce que ça change ton rapport à cette passion? Oui et non. Parce qu'effectivement, moi, je me dis que qu'est-ce qui me fait continuer Passion médiéviste, c'est que j'aime ça. Alors oui, c'est mon travail, donc oui, voilà. Mais en vrai, tant que j'aurai toujours l'excitation de parler d'un épisode que je vais sortir bientôt, tant que j'ai ça, je continue. Mais c'est sûr que sur le côté, par exemple, le soir, je vais éviter de regarder un docu d'histoire. Et j'écoute, par exemple, peu de podcasts d'histoire pour me divertir, en fait. Parce que forcément, si j'écoute un podcast en histoire, je vais un peu travailler dans ma tête en même temps. Donc, mais je lis quand même des livres d'histoire, je fais des choses comme ça. Mais ça n'a pas trop changé. Je pense que ça va. En vrai, ça va parce que je suis toujours très intéressée. Voilà, d'aller dans des musées et tout ça, c'est toujours quelque chose que j'adore faire. Donc tu penses que c'est possible de garder la même authenticité quand on a des intérêts financiers?
Bah oui, parce À un que moment, moi, on peut se dire, faut que je continue parce que si je veux continuer à garder de l'argent, faut que je continue, quoi. c'est une très bonne question, mais en fait, tu vois, actuellement, je me la pose pas parce que je la ressens pas. Je kiffe ce que je fais. D'accord. J'adore ce Bah, que tant je mieux. fais. Vraiment, je passe ma vie à rencontrer des gens super intéressants, à parler de sujets cool. Donc, j'ai pas du tout cette lassitude, j'ai pas du tout cette manque d'intérêt pour l'histoire parce que je pense que je suis toujours curieuse de ça. Peut-être qu'un jour, la question se posera. Peut-être qu'un jour, je me dirais, ça me fait chier. Alors aussi, de façon très pragmatique, pour l'instant, j'ai pas de solution B. Hein. Donc, en fait, c'est aussi mon podcast m'amène d'autres opportunités de travail. Donc ça, c'est super. C'est qu'en fait, c'est un peu ma vitrine. Mais j'aime ce que je fais. Enfin, vraiment, sincèrement, j'adore mon podcast. J'adore, faire du montage. J'adore préparer des questions. Là, je prépare des enregistrements publics ça va être assez fou. J'en enregistre un bientôt. Il y aura 300 personnes dans la salle. Ouah, j'ai trop hâte, ça va être trop bien. Donc, tu vois, j'ai ça. En fait, vraiment, je sens que j'ai ça, tu vois, dans le ventre. Vraiment, j'adore ce que je fais. Et tant que j'ai ça, je continue. Mais le métier que je fais actuellement, il n'existait pas il y a 10 ans. Et donc, c'est aussi, j'avance. Alors, dans cette quête, je ne sais pas où je vais. Enfin, je sais à peu près où je vais, mais il n'y a pas de chemin tout tracé. Les meilleures tu vois, quêtes, ça. Voilà, y a pas, voilà, exactement. Il n'y a pas de chemin tout tracé. J'ai pas une carte. J'ai pas un plan de carrière. Je fais ce que je peux. Je le fais bien, tu vois. Vraiment, je vais pas me dévaloriser. Je suis contente de ce que je fais et je m'en sors très bien. Mais vraiment, on me dirait, j'essaie d'esquisser des plans. J'essaie d'esquisser de, ok, qu'est-ce que j'aimerais faire. Mais des fois, ma carte, vraiment, à chaque fois, j'avance un peu vers l'inconnu dans ma quête. Mais en mettant des jalons, tu vois, comme je t'ai dit, je mets pas tous mes œufs dans le même panier, j'ai diversifié mon activité, donc si jamais le podcast doit s'arrêter pour une raison ou pour une autre, j'ai déjà un peu commencé à travailler à côté. Quel a été l'élément perturbateur ou qui fait que tu as eu le déclic, tu t'es dit, allez, c'est bon, je me lance. Je lance mon podcast. Alors, c'est arrivé début mars 2020. Alors, début mars 2020, il s'est passé quelque chose dans le monde qui s'appelle le Covid, mais en fait, moi, juste... Mais t'as pas démarré en 2017? Si, mais en fait, alors oui, j'ai commencé le podcast en 2017. Mais qu'est-ce qui a fait que je me suis dit, allez, maintenant, ça va devenir mon travail? C'est qu'en fait, donc début mars 2020, dans ma vie professionnelle, donc je travaillais en radio et tout. À ce moment-là, j'étais dans une situation au chômage, donc j'étais un peu en mode, qu'est-ce que je fais? Je sais pas trop. Et il se trouve qu'il y a une semaine où j'ai été face à un choix. J'ai dû faire un choix. Dans la même semaine, on m'a proposé un CDI dans une boîte de podcast, mais pour faire en plus de la gestion de projet. Et en même temps, on m'a proposé de devenir freelance pour travailler pour quelqu'un, pour faire de la production de podcast à distance, de juste l'aider, mais pas en temps plein, tu vois, et en freelance, donc se lancer. Et vraiment, là, votre héroïne, elle a dû faire un choix dans sa vie. Elle dit, est-ce que je prends le choix de la sécurité, de vraiment, ok, j'aurai un CDI, c'est fou, un CDI et tout ça, incroyable. Mais par contre, si je prends ce choix, Passion Médiéviste restera toujours un petit projet. Et si je prends l'autre choix, donc oui, ce ne sera que un 10 heures par semaine, mais Passion Médiéviste peut-être pourra plus grandir. Et donc finalement, j'ai pris le choix du freelance. Wow. Bon, il se trouve que le Covid est arrivé après, mais en soi, ça n'a rien changé. Mhm. Mais vraiment, j'ai fait ce choix et c'était, allez, let's go. Maintenant, ça va devenir, je considère que Passion Médiéviste est mon travail à un quart, un tiers-temps, maintenant quasiment la moitié. Mais là, pour vous dire, la seule fois de ma vie qu'on m'a proposé un CDI, je l'ai refusé. Donc, je l'ai pas dit tout de suite à mes parents, hein, vraiment. Voilà. Et l'audace Mais a là, payé. l'audace, vraiment, c'est quand un peu j'ai eu deux routes face à moi. Et votre héroïne a dit, allez, je me lance dans l'aventure et tout. Ça a été le vrai élément déclencheur, quoi. Ça, c'est très cinématographique, l'héroïne qui se retrouve face à un choix. Ah ça a totalement été... Et la même semaine, j'ai dû choisir. Vraiment, c'était fou. Oui. Est-ce que je me range ou est-ce que j'accepte de prendre un risque pour faire vivre mes rêves? Et finalement, l'héroïne a choisi ses rêves. et oui, c'est ça. Ah, c'est beau. Une fois que tu t'es lancé dans cette voie, est-ce que tu as eu des péripéties, des galères qui se sont il y a un truc profilées? qui est arrivé donc, qui s'appelle le Covid, qui a fait que... Donc oui, ça a été un souci, mais en fait, moi, ça va parce que j'avais de l'avance dans mes enregistrements. Et ça, si c'est déjà quelque chose que je peux donner dans cette quête d'avoir une bonne arme, c'est d'être organisé. Alors des fois, on a un sujet de podcast qui fait qu'on peut pas faire forcément à l'avance, parce que si on fait sur l'actualité ou quoi, donc oui, c'est compliqué. Mais moi, j'avais, et j'ai toujours, en moyenne, 6 mois d'avance dans mes enregistrements. Alors, ils sont pas montés et tout, hein. Chaque fois, je les monte avant de les sortir, mais j'ai déjà du stock de podcasts. Et ça, vraiment... C'est-à-dire que quand on démarre, il faut attendre avant de poster le premier? Moi, je pense qu'il faut en avoir quelques-uns de réserve, effectivement. Ok, d'accord. Enfin, moi, je pense qu'en tout cas, quand on se lance, en avoir au moins 3 ou 4. Alors après, ça dépend le format, ça dépend le sujet et tout, mais je pense que c'est bien d'en avoir 3 ou 4
d'avance. D'être à flux tendu, il y en a qui le font, hein, il y en a qui y arrivent et tout, mais je trouve qu'être à flux tendu, c'est pas forcément quand on se lance la chose la plus facile. C'est bien d'en avoir un petit peu à l'avance et tout ça. Alors pas trop non plus, parce qu'en fait, par exemple, si quand on le sort, on vous fait tout de suite un retour de « Ah, mais en fait, tu devrais modifier ça », si vous l'avez déjà fait pour plein d'épisodes après, ça va être un peu embêtant. Donc, en avoir quelques-uns d'avance et tout ça pour pas se lancer à flux tendu. Les soucis que j'ai eu ensuite, c'est que parfois, c'est pas facile hein, d'être comme ça. Enfin, c'est pas reposant, c'est pas la sécurité de l'emploi, donc faut aller démarcher, faut essayer de se faire connaître. Et en fait, je suis tout le temps en train de me dire, ok, il faut que je fasse connaître Passion Médiéviste. Par exemple, en été 2025, je me suis dit, allez, et si je lançais le compte TikTok de Passion Médiéviste. Alors, en soi, le compte TikTok, il n'y a pas grand-chose. En fait, c'est que je fais déjà pas mal de petites vidéos ou juste d'extraits des épisodes pour Instagram. Donc, je me dis, allez, je mets ça sur TikTok. Donc, vraiment, c'est... et j'ai 1000 abonnés sur TikTok, donc je suis déjà assez contente. Il faut quand même y être présente. Ça peut quand même apporter. Donc, je suis quand même tout le temps en train de me dire, il faut toujours que je trouve et que je fasse connaître le podcast. Donc ça, c'est vraiment pour le coup assez fatigant. Et il faut tenir ce rythme-là. Il y a un travail de l'ombre. Et c'est pas facile. Ah bah oui, vraiment, la communication, je pense, c'est quasiment un tiers de mon travail. Faire des stories, faire des posts. Et aussi, par exemple, ce que je fais avec toi, d'accepter ce genre de choses aussi. D'accepter de parler de mon podcast. Et ça prend du temps. Tu vois, là après, merci de le prendre. Après qu'on ait fini, non mais voilà, c'est aussi se dire, il faut aussi saisir les opportunités, faire en sorte que je sois connue pour en fait, parce que chaque petite chose permet. Alors il y a un petit côté un peu Sisyphe. Sisyphe, le mythe de Sisyphe de la mythologie grecque, c'est en fait quelqu'un qui qui est condamné à rouler une pierre en haut d'une montagne et à chaque fois qu'il a roulé en haut, elle roule en bas. Et donc, à chaque fois, il doit la remonter. Enfin, par exemple, tu vois, quand je sors un épisode, il y a un petit côté un peu Sisyphe. C'est qu'à chaque fois, je me prépare un épisode, je le sors, il est sorti, je recommence à la base, il faut que je recommence à ressortir un épisode, tu vois. Il y a un petit côté comme ça. Même si à chaque fois, la montagne est de plus en plus grande. Bon, la métaphore, elle est un peu compliquée à ce niveau-là. Mais voilà, donc il y a un peu ce côté-là de... C'est un éternel recommencement. Je peux pas me dire, allez... Voilà, c'est ça. Et aussi, imaginons... Alors, j'ai eu la chance et j'ai le luxe que je ne suis quasiment jamais malade. Enfin, en vrai, ça va. Mais si je suis malade, il n'y a personne qui fait mes podcasts à ma place. C'est aussi un petit peu le risque en fait. C'est qu'on se dit mais si je ne peux plus continuer pour une raison ou pour une autre, il n'y a personne qui peut reprendre le relais à ma place. Parce que vu qu'en plus, comme on l'a dit, c'est mon projet et tout ça. Donc c'est un peu un risque. Dans ma quête, pour éviter de tomber dans les ravins, je dois quand même toujours faire attention à, qu'est-ce que je dois faire pour ne pas tomber dans les pièges. Notamment, on peut se dire, je pourrais me laisser déborder. En fait, alors il se trouve que je viens d'un milieu plutôt bourgeois et donc, je viens d'un milieu où on apprend à faire attention à soi. Et parce que c'est plus simple quand on vient d'un milieu privilégié. Donc vraiment, je dis tout de suite, tu vois, je trouve que c'est important de dire ces privilèges de base quand on en a. Et donc, je me dis toujours, ok, je fais attention à, tu vois, quand on parlait de ma passion pour l'histoire, de pas me faire dévorer par ça, d'avoir des temps où je fais autre chose. Et donc, vraiment de s'aérer la tête. Je dis pas que j'y arrive tout le temps, mais je pense que je suis très loin du burn-out pour ça, parce que j'arrive justement à me dire, je pose bien les choses, je me fais pas bouffer par mon travail. On apprend et on apprend sur soi au fur et à mesure. Est-ce que tu as fait des erreurs que tu referais pas ou des leçons que tu as apprises? J'ai voulu parfois sortir trop d'épisodes. Alors tu vois, quand je disais que je me fais déborder, c'est que parfois, par exemple, on a parlé de j'ai passion médiéviste, mais j'ai aussi passion antiquité. Enfin, en fait, ça, c'est d'autres étapes dans mon parcours. Ça a été de me dire, allez, tiens, je lance passion antiquité et je lance passion moderniste. Et au début, je disais, allez, je sors un épisode de chaque tous les mois. Grave erreur. Ouais, c'est trop dur. Ouais. J'y arrivais pas. Ah, j'y arrivais vraiment pas. Et donc là, j'ai dû faire un retour en arrière. C'est ce qui est compliqué toujours quand on a un projet de dire, je vais reculer, mais en fait, parce que je pouvais pas tenir sinon. Maintenant, j'en sors un tous les 2 mois. En fait, il y a un mois où je sors un passion moderniste, un mois antiquité, tu vois, j'alterne comme ça. Et c'est plus tenable comme ça. Donc vraiment, c'était une des erreurs, c'est de vouloir en faire trop. Ou même à un moment, je voulais sortir trop de passion médiéviste et c'était trop. En fait, déjà, les gens n'avaient pas de temps de tout écouter. Moi, du coup, en fait, ça vidait mes stocks. Et donc, maintenant, je trouve que j'ai trouvé un bon rythme aussi parce que parfois, j'en enregistrais trop. Donc, je me dis, oh là, mais j'en ai trop en stock. Là, si je garde mon rythme normal, ils vont sortir dans 1 an, les épisodes. Donc, maintenant, je fais attention à ça. À ne pas trop enregistrer d'épisodes à la suite. Et de me dire, tiens, par exemple, ok, ça, c'est un sujet trop bien. On va le garder pour dans 4 mois. Il faut prendre son temps. Et en tout cas, moi, dans mon rythme, je pense que maintenant, j'y arrive à bien trouver. De toute façon, j'équilibre mon temps de travail avec Passion Médiéviste et mes autres activités en freelance. Donc, je suis obligée de faire attention à ça. Et aussi, des fois, alors, j'ai peut-être accepté trop de projets d'un coup.
Donc maintenant, des fois, je dois négocier avec des partenaires ou quoi, dire alors, par contre, là, je suis pas dispo avant 3 mois. Eh oui, Et les gens savoir font, dire ah non. oui, Ou savoir dire bah, plus tard. savoir dire pas tout de Ouais. suite. Savoir dire attendez. En fait, et savoir imposer un peu ses conditions. En vrai, j'ai de la chance que j'ai très peu eu de mauvaises expériences avec Passion médiéviste. Pour ça, dans ton histoire, j'essaie de trouver des côtés négatifs. En vrai, ça va. Non, mais s'il y a eu peu de péripéties, c'est tant mieux. Hein. Et est-ce que tu t'es retrouvé déjà face à des antagonistes, des êtres malveillants, des personnes qui voulaient pas ta réussite, qui essayaient de te mettre des bâtons dans les roues? Alors, oui et non. En fait, au début de Passion médiéviste, il y a des gens qui me disaient oh, bah, le Moyen-Âge, oh, c'est mignon ton projet. Mais un peu vraiment en disant bah ouais, bon, le Moyen-Âge c'est sympa, bah oh, tu t'iras pas très loin avec ça, ça va pas intéresser grand monde. Alors, finalement oui. Mais ce qui est drôle, c'est que ces personnes-là ne font plus de podcast aujourd'hui. Alors, après, je suis beaucoup moins visible. Par exemple, tu vois, sinon pas des critiques du grand public, des gens, par exemple, il faut le dire, hein, des gens de l'extrême droite, des gens comme ça, ou même des gens misogynes, parce que je suis une femme sur Internet et tout. J'ai de la chance que par rapport à mes camarades qui sont sur YouTube, qui, elles, se prennent beaucoup plus de commentaires haineux et tout ça, comme je suis en podcast, je suis un peu moins visible aussi. J'ai cette chance-là. Après, sur le côté, par exemple, le côté politique, parce qu'il faut en parler aussi, parfois, notamment sur l'utilisation de l'histoire, il y en a qui en font un usage très identitaire en déformant la vérité historique et la vérité sourcée. Dans certains épisodes, par exemple, j'ai fait un épisode où on parle du Puy du Fou. Et du Puy du Fou, le fait que oui, alors les spectacles sont beaux et du point de vue technique, il n'y a rien à dire, c'est des beaux spectacles. Par contre, le message idéologique qui est derrière, c'est un problème. Et que c'est... Voilà, donc ça, j'ai fait un épisode là-dessus parce que c'est des invités que j'avais reçus qui, eux, ils ont fait un livre dessus pour expliquer qu'est-ce qui ne va pas dans le discours idéologique et historique du Puy du Fou. Ces gens-là ont reçu des menaces de mort pour leur livre. Donc moi, quand j'ai sorti cet épisode, je me suis dit, ok, bon, en fait, ça va. Bon, j'ai reçu quelques commentaires négatifs, mais je pense que ça a peut-être permis de faire un peu le tri. Peut-être des gens qui me suivaient qui, en fait, ne sont pas d'accord avec mes idées. Moi, mes idées sont juste des idées de... que tout le monde soit égaux et qu'il n'y ait pas des gens qui aient moins de droits. Donc, tu vois, moi, j'ai vraiment des idées qui ne me paraissent pas si énormes que ça, si radicales que ça. Et donc, il y a des gens qui sont peut-être pas d'accord avec ça. Et notamment, quand je fais des épisodes aussi sur l'islam. Moi, je parle de l'islam au Moyen-Âge, je parle de la construction des religions. Et j'ai déjà reçu des commentaires négatifs là-dessus. Je fais, mais en fait, on parle d'histoire. Et c'est pas... Voilà, c'est même pas ton avis, quoi. Je fais pas de c'est pas du prosélytisme et tout ça. On me disait pas ça quand je faisais des épisodes sur la chrétienté, hein, donc voilà. Est-ce que, au niveau des enregistrements de tes épisodes, tu as eu un scénario catastrophe? Ouais, j'en ai eu un une fois. J'en ai eu un. Une J'en ai eu péripétie, là. un. Voilà. Là, oui. Mes épisodes, je ne les répète pas. Dans le sens où je fais jamais de call, d'appel, en fait, de préparation avec mes invités. En général, c'est par mail. Et j'ai le luxe maintenant qu'on me propose des sujets. Donc ça veut dire que quand les gens me contactent, ils savent quel est l'exercice, ils savent ce à quoi je m'attends, donc je me dis, tu vois, j'ai pas besoin de les tester. Donc une fois, j'ai eu quelqu'un, je ne donnerai pas de nom bien sûr, j'ai eu quelqu'un qui est arrivé, et alors c'était un homme, je peux le dire, parce que bon, bizarrement, il y a surtout c'est sûr avec les hommes qui a beaucoup d'audace. En fait, au bout de 20 minutes, il n'avait plus rien à me dire, sachant que mes épisodes durent entre 45 minutes et 1 heure. Et vraiment, il était tellement sûr de lui, tellement, voilà, j'ai fini. Et en fait, j'ai l'impression que je connaissais mieux son sujet que lui. Et là, vraiment, je me suis dit, bon... Vraiment, au cours de l'épisode, vraiment en enregistrant, j'ai fait, ok, il est mauvais, lui. Il est très mauvais. Et donc, je lui ai dit, écoute, je te dirai quand il sortira. Il sortira jamais. Hein. Mais ça a été une fois en 9 ans sur plus de 300 épisodes, même plus. Hein. Donc, ça va. J'ai eu aussi... ça, tu vois, j'en suis pas fière. J'ai foiré un enregistrement il y a pas longtemps. J'ai un enregistrement qui en fait mon enregistreur n'a pas bien fonctionné. Et donc le son n'a pas enregistré. Aïe. Voilà. Moi, en plus c'était un enregistrement en public dans un festival et tout ça, il y avait pas de backup. Donc tu peux pas le refaire, quoi. Je peux pas le refaire. Ah, dommage. Donc peut-être que je pourrais le refaire avec l'invité et tout, mais là, après il y avait des gens dans la salle, donc il y a déjà des gens qui ont entendu cet épisode d'une façon ou d'une autre, et donc voilà, là je suis pas très fière, tu vois, bizarrement j'en parle pas trop, hein. Mais en fait c'est ma faute, parce qu'effectivement mon matériel montrait déjà des petits signes de ça allait pas très bien, et je me suis dit oh non, ça passe. Donc j'aurais dû faire attention. Et pour refermer ce chapitre péripéties, est-ce que tu as dû faire des sacrifices pour que ce podcast arrive à jour, quoi? Des fois, faire des sacrifices sur le week-end, même si je dis que maintenant ça va, mais des fois de se dire
déjà faire des sacrifices, ouais, comme je te dis, déjà le fait de ne pas prendre un CDI, de ne pas avoir de toute façon un emploi dans une entreprise, ça fait que ouais, j'ai mes vacances, j'ai une semaine à Noël et une semaine l'été. Donc sacrifice de temps, d'argent. Ce qui est déjà pas mal, mais tu vois, voilà, j'ai pas beaucoup plus de vacances. Voilà, faut tenir ce rythme-là. Mais en même temps, voilà, j'ai gagné une liberté, j'ai gagné des choses incroyables. Je suis allée, j'ai pu visiter, tu vois, vraiment un exemple de péripétie qui en fait valent le coup, c'est que j'ai pu visiter le chantier de Notre-Dame de Paris quand elle était en travaux. J'ai pu aller dans la charpente quand elle était en travaux. Tu vois, c'était une émotion incroyable que voilà, j'aurais jamais pu faire si j'avais pas pris cette voie-là. Ouais, tout à fait. Pour arriver au dénouement, donc qui serait ton podcast dans sa forme finale, c'est quoi ton procédé pour la construction de ton podcast ? Est-ce que tu as des techniques d'écriture, d'interview, des questions indispensables, une structure particulière ? Oui, maintenant j'ai un peu une structure. J'ai mes questions de début, j'ai mes questions de fin, et après mes questions, ce que j'appelle de milieu, c'est en fonction des sujets. C'est-à-dire, mes questions de début, par exemple, c'est toujours on débroussaille le sujet. Donc, c'est pourquoi avoir choisi ce sujet, on est à quelle époque et tout. Donc, tu vois, ça, c'est un peu des questions qui reviennent tout le temps. Ouais. Et mes questions de fin, c'est souvent quelles difficultés, quelles sont, et parler de la méthode de recherche. Et les questions du milieu, tu vois, en fait, finalement, mes épisodes, à chaque fois, les questions sont à moitié écrites. Donc, ça, c'est fait. Effectivement, maintenant, j'ai mon Canva et que je fais. Et aussi, maintenant, je sais m'organiser. Tu vois, j'ai mon planning de podcast et tout ça. Donc ça, je pense, c'est vraiment quelque chose qui m'aide. Et en fait, je me dis, comment dire, je me fais guider par la curiosité et par les sujets que j'ai pas encore fait. Donc ça, vraiment, à chaque fois, c'est comment je choisis mes sujets et tout. Je fais attention à ça. Et puis, voilà, je pense que maintenant, ça roule, tu vois. Maintenant, vraiment, je sais ce que je fais. Quand des fois, j'ai vraiment pas le temps de monter, je délègue des montages à quelqu'un, à plusieurs personnes parfois. Donc, je rémunère des gens pour faire des montages d'épisodes. Okay, donc ça, c'est assez important. Donc, il y a déjà des personnes autres qui ont travaillé avec toi sur le projet. Oui, c'est ça. Mais qui en soi, moi, tout ce qui est décision, c'est moi qui prends toutes les décisions. Je paye des illustrateurs et illustratrices pour faire des illustrations pour mes épisodes de Passion médiéviste. D'accord. Je paye quelqu'un pour faire les articles sur mon site. En fait, parfois, il y a des articles. En fait, donc, j'ai un site passionmédiéviste.fr et chaque épisode a son article. Et donc, je paye quelqu'un pour me faire les résumés. En fait, parce que parfois, ça prend du temps. Vraiment, moi, j'estime quand je le fais que ça me prend au moins une bonne demi-journée. Donc, effectivement, ça prend du temps. Donc là, là où je peux gagner du temps, c'est donc de la post-production de certaines choses. Tu as parlé d'une péripétie qui t'est arrivée avec un invité qui n'avait pas grand-chose à dire. Et comment tu sélectionnes tes invités ? Je sélectionne les sujets. En fait, c'est vraiment OK. Quand j'ai des partenariats et compagnie, là, c'est pas forcément moi qui choisis les sujets. Enfin, c'est que je fais ça avec des musées et institutions. Mais quand c'est moi qui choisis mes sujets, je dis OK, alors, est-ce que c'est quelque chose que j'ai pas déjà fait ? Parce que je pars déjà tout simple. Déjà, c'est vraiment une chose de base. Ensuite, est-ce que cette personne présente bien son sujet ? Parce que parfois, il y a des gens qui, en fait, sont trop compliqués dans leur tête et qui n'arrivent pas... Moi, il me faut quand même des gens qui sachent expliquer bien leur sujet, qui aient cette volonté de transmission, qui ne sont pas que dans le discours universitaire. Il y a des gens, en fait, qui n'arrivent pas à se sortir de la façon dont on parle d'histoire à l'université. Donc moi, il faut que des gens qui soient aptes et qui aient envie de parler, d'être en détail et tout ça. Donc ça, c'est déjà pas évident. Et moi, je choisis des sujets où je me dis, tiens, ça va être rigolo. Enfin, des fois, des sujets pas forcément marrants, hein, vraiment, je dis ça comme ça, mais je me dis, OK... Que l'angle soit intéressant. Voilà, l'angle soit intéressant et il faut un peu parfois retravailler l'angle. Me dire, ou alors, par exemple, là, j'ai un invité où j'ai sorti en février 2026 un épisode. Alors lui, il travaille sur les vassaux de l'évêché de Bayeux. Donc, tu peux dire, OK, qu'est-ce que j'en fais comme ça ? Et en fait, en creusant un peu avec lui, je dis, mais tiens, ça te dit, on parle de la féodalité au Moyen-Âge. Donc, mais à travers les exemples de ce qu'il étudie. Et donc, ça permet en fait de faire un épisode d'introduction à cette grande notion qu'est la féodalité, donc le côté les seigneurs, les vassaux, tu vois, les liens entre les seigneurs et les vassaux, expliquer ce lien-là à travers son sujet. Donc, des fois, parfois, je dois un petit peu retravailler. Je choisis comme ça en me disant qu'est-ce qui va intéresser les gens et aussi, voilà, de surprendre. Moi, j'aime bien surprendre les gens. Les gens se disent, ah bah tiens, voilà, que d'un épisode à l'autre, vraiment, on change de sujet. Et c'est quoi ton matos indispensable ? Tu as des micros spécifiques J'ai un micro, là, celui avec lequel je te parle, qui est, voilà, moi j'ai mon matériel, mais qui n'est pas forcément le meilleur, mais en quoi que ça va. Vraiment, moi j'ai un enregistreur, un Zoom H5, qui est pas mal parce qu'en fait, tu peux brancher 2 micros et avec une extension, tu peux en brancher 4 en tout.
Donc moi, c'est pas mal, ça me permet la double configuration. Et il permet aussi l'enregistrement de terrain, parce il a un micro intégré qui permet un peu une immersion sonore. Et j'ai des micros que je branche, qui sont donc des Shure SM58, vraiment très classiques. Hein. C'est vraiment des choses très très basiques. Enfin, je veux dire, c'est pas un modèle très original. Et voilà, des câbles et tout. Et moi, j'ai parfois aussi, là je l'ai pas mis, mais j'ai un filtre anti-pop qui permet, en plus de la bonnette sur le micro, donc la bonnette, le truc en mousse pour éviter d'avoir du bruit extérieur. Moi, j'ai aussi un truc, vous voyez parfois les rappeurs ou les chanteurs, ils ont ça. En fait, c'est une sorte de filtre qu'ils mettent devant le micro avec un petit tissu, quoi, mais qui permet voilà, d'avoir un bon son comme ça. Et après, c'est aussi où on enregistre qui est important, comment on enregistre, comment on se positionne. Parce qu'on peut avoir un très bon matos sans faire n'importe quoi. Hein. Donc, il faut aussi comment est-ce qu'on parle dans un micro et tout, qui est important. C'est-à-dire que tu dois prévoir tout ça. Où est-ce que vous enregistrez? J'enregistre chez moi. Du coup, ça, c'est chouette, c'est que j'ai choisi l'appartement où je suis. Donc, j'ai le luxe. Encore une fois, on parlait de privilège. Hein. J'ai le privilège d'habiter à Paris. Et donc à Paris, ce qui est pratique, c'est que tu as tout le temps des gens qui passent à Paris pour une raison ou pour une autre. Notamment les chercheurs en histoire. Ils ont toujours un moment où ils doivent aller aux archives à Paris, ou ils ont un colloque à Paris, ou quoi. C'est parce que malheureusement, on est en France, et la France, c'est centralisé. Donc on est autour de Paris. Donc, et même si parfois je me déplace pour mes enregistrements, mais c'est ça, je réfléchis toujours, ok, dans quelles conditions j'enregistre. Enregistrer le matin. Le matin, c'est bien parce que souvent, on est un peu plus réveillé parce qu'en fait, en fin de journée, on va être un peu fatigué, ça va être un peu plus difficile. Donc, si j'arrive à faire des enregistrements le matin, c'est pas mal. Est-ce que là, tu commences à avoir un certain nombre d'années d'expérience? Bientôt 10. Est-ce que tu stresses avant un épisode? En vrai, je stresse pas trop. Pour un enregistrement en public, un petit peu. Je pense maintenant, ça va. En vrai, je stresse beaucoup moins. Aussi, j'ai fait j'ai fait du théâtre et j'ai fait de l'improvisation dans ma vie. Avant de faire du podcast, j'en ai fait plusieurs années. Et je pense que ça m'a pas mal aidé aussi à comment tu appréhendes ça et tout. Mais je fais toujours gaffe au côté technique et tout ça. Mais le stress, je pense que je l'ai un peu appréhendé. Là, par exemple, je te dis, là, je stresse beaucoup parce que je fais un enregistrement en public bientôt. Il y aura 300 personnes dans la salle. C'est moi qui organise tout. Donc là, oui, là, je stresse. Il y a toujours quand même ce petit sentiment qui existe avant... Et il y a toujours des nouvelles péripéties aussi, chose. Tu vois, dans notre histoire. C'est qu'en vrai, mon histoire, elle est loin d'être finie. Ma quête, elle est loin d'être finie. Et j'essaie toujours de me dire, ok, quel va être mon nouveau projet? Quel va être mon prochain enjeu? Les 9 ans de Passion médiéviste, cette grosse salle. Mais je suis déjà en train de réfléchir, ok, et pour les 10 ans, qu'est-ce qu'on va faire? Et ben, tu vois, voilà, j'ai des idées. Mais déjà, je vais attendre que voir les 9 ans, ils vont passer, voir ce que ça va donner. Mais j'ai déjà des idées de projets pour la suite. Comme je t'ai dit, j'ai pas de carte préécrite. Donc, je sais pas trop où je vais, mais j'y vais. Pour mener une bonne quête, il faut des bons compagnons de route. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont aidé, qui t'ont soutenu dans ce podcast? Plein. Déjà, mes compagnons, mon ex et mon compagnon actuel. C'est tout bête, hein, mais déjà, ça aide. Et en vrai, alors ça a beaucoup évolué en 9 ans, mais d'avoir des compagnons de podcast aussi. D'avoir des gens qui font du podcast ou de la création sur Internet, parce que par exemple, là, je discute pas mal avec des gens sur YouTube. Ça, c'est important. Je pense de ne pas être tout seul. Parce que parfois, on peut se dire, je me pose des questions là-dessus. Enfin, par exemple, alors, bien sûr, on n'est pas du tout sur la même échelle, mais il y a Nota Bene sur YouTube. Alors, lui qui a 10 millions d'abonnés sur YouTube, c'est vraiment quelqu'un de très, très connu, mais on se connaît. Il est très sympathique. J'ai eu des dilemmes sur quelque chose que je devais faire ou pas par rapport à mon travail. Et donc, je lui ai posé la question ce qu'il en pensait. Et ses réponses m'ont beaucoup aidée. Donc, je pense qu'il faut essayer de se trouver des pairs. Pas des pairs, le padre, mais des pairs PAIR. Parce que bien sûr, donc il n'y a pas exactement des gens dans dans la même position que moi, mais trouver des gens qui vont peut-être pouvoir me dire, ok, me permettre d'avoir un peu de recul. Ça, je pense, c'est vraiment, vraiment important. Et vous en trouverez. Alors moi, quand j'ai commencé le podcast, je faisais partie d'une association de podcasteurs et de podcasteuses, donc c'était cool, on faisait plein d'événements et tout. Maintenant, il y en a un petit peu moins ça, mais on a des regroupements. Il y a des événements, allez, que ce soit sur Instagram, Blue Sky, même LinkedIn, on peut trouver des gens qui font du podcast et pour en discuter un petit peu. Donc, je pense que ça, il faut se trouver des gens avec qui en parler, c'est important. Est-ce que tu as des liens avec des personnes qui t'écoutent? Oui, beaucoup. Oui. C'est vrai qu'on n'en a pas du tout parlé Proche de ton ça, public. mais j'ai une communauté Passion médiéviste. Alors dit comme ça, c'est un grand mot, hein. Mais en fait, notamment, aussi en 2020, hein, j'ai créé le Discord Passion médiéviste. Discord, c'est un peu comme un forum. Et vraiment, moi, il y a des auditeurs auditrices qui sont devenus des amis. Okay. Vraiment, je suis tout le temps en train d'échanger avec eux. Je suis tout le temps... Notamment, par exemple, on parlait du mécénat tout à l'heure. T'imagines des gens qui me donnent de l'argent.
J'ai parlé avec ces gens-là et tout parce que moi je fais ces choses-là aussi pour eux, pour elles et eux. Je fais des événements, j'ai quelqu'un qui vient quasiment à tous mes événements qui s'appelle Jean-Pierre, que j'adore, qui est super sympa. Vraiment, je peux le dire, si jamais il écoute ce podcast, peut-être qu'il va rougir, mais j'ai l'impression que c'est un peu comme mon grand-oncle maintenant. C'est un peu comme mon grand-tonton et il est trop gentil, il m'a aidé à faire plein de choses et il y a plein de gens qui m'ont aidé pour plein de choses. Hein. C'est sûr que j'aurais jamais pu faire tout ça toute seule totalement. Hein. Donc oui, je suis très redevable et je suis très liée aux auditeurs auditrices de Passion Médiéviste. Il y a des fois des gens qui m'ont arrêté dans la rue et je reçois des fois donc, des messages célébrité. incroyables. Et c'est ces messages et c'est ces interactions-là qui me font aussi continuer, clairement. Mais est-ce que parfois il y a un décalage parce que les personnes qui t'écoutent ont l'impression de te connaître et toi finalement, s'ils te croisent dans la rue, toi tu les connais pas. Ça va. Les gens sont assez respectueux. Les gens sont très respectueux. Et je pense que de toute façon, je raconte pas ma vie dans les podcasts par rapport peut-être à d'autres podcasteurs ou podcasteuses qui mettent beaucoup plus de eux, qui racontent leur vie dans les podcasts. Moi, ça va. Je pense que juste les gens, ils sont contents de me rencontrer parce qu'en fait, je fais partie parfois de leur intimité et de leur quotidien. Je pense qu'on a tous ça, en fait, quand tu vois, je parlais de Jean-Claude Amezen au début tout à l'heure, mais je pense que si je le rencontre, je serais émue parce que il fait partie de ma vie, mais il le sait pas. Et je pense que pour les gens aussi, ils se rendent compte de ça. Que parfois, ils disent je vous écoute tous les jours, mais moi, je ne sais pas qui sont ces gens-là. Donc, il y a quand même du respect et tout ça. Ça, je pense, oui, ça reste bien. Il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu un message un peu bizarre, mais c'était que par message et par mail où c'était un peu, je pense, quelqu'un qui me fantasmait peut-être un petit peu trop, mais ça n'a pas été plus qu'un mail. Mais donc, ça n'a jamais été dans la vraie vie. Encore une fois, j'ai la chance de ça. J'ai jamais eu faut le dire, de mecs un peu creepy. J'ai jamais eu ça, donc vraiment pour ça, je suis assez chanceuse. Alors, une quête, c'est aussi un voyage. Ouais. Comment tu décrirais le voyage dans lequel tu t'embarques avec Passion Médiéviste ? C'est forcément en train, parce que je passe ma vie dans le train. Dieu sait que tu voyages. Voilà, je bouge beaucoup dans toute la France en train, donc je suis dans un train où on m'a pas dit quelle était la destination. Je suis un petit peu, voilà. Et donc je vois les paysages passer par la fenêtre, et puis dans le train, je rencontre des gens, et des fois à des arrêts, je fais des pauses des fois dans des gares où je rencontre des gens et puis en fait je prends leur histoire et que je vais raconter ensuite à d'autres gens. Donc c'est un long voyage en train qui est à la fois tranquille mais qui parfois, je sais pas, peut y avoir un arbre qui est tombé sur la voie donc des fois il s'arrête un petit peu mais après il repart. Parce que je suis pas payée par la SNCF, hein. C'est juste que vraiment je passe ma vie à voyager en train. Pas encore. Non. Mais voilà, je pense... c'est un voyage en train qui est plutôt tranquille, avec des belles rencontres et on ne sait pas quand est-ce qu'il va s'arrêter. Et quoi qu'il en soit, tu es sur de bons rails. Exactement, bravo, merci. Et si on voulait t'empêcher de t'exprimer, jusqu'où tu serais prête à aller pour que Passion Médiéviste soit diffusée ou entendue ? Oh mais c'est impossible de m'empêcher. Ah là, c'est impossible. Imaginons, là de façon très concrète, hein, pour une raison ou pour une autre, mon site est supprimé, je le remets ailleurs en fait. Ou je sais pas, je diffuse sur des clés USB. Tiens voilà, je fais ça. J'achète plein de clés USB et on fait comme ça de l'envoi de fichiers directement aux gens. Je peux le faire, il n'y a pas de souci. En fait, c'est la magie de l'audio, on peut faire ça aussi. Alors justement, pour que ta quête elle soit entendue, racontée, il faut avoir un peu une stratégie de com, hein, comme on en avait parlé. Est-ce que tu as une stratégie particulière ? C'est être présente. Être présente, être régulière. Après, je communique parce que je sors des épisodes. Donc, je n'ai pas beaucoup besoin de réfléchir à quoi communiquer, en fait, parce que je communique sur mes épisodes. Mais c'est aussi, par exemple, essayer de faire des petites vidéos rigolotes. Pendant longtemps, je t'ai dit, je voulais pas me mettre en avant. Maintenant, je m'en fiche un peu. Je me mets en story et tout ça, il n'y a pas de souci. Et des fois, c'est dire, allez, tu vois, là, par exemple, il va commencer à faire beau au moment où on enregistre bientôt dans les prochaines semaines. Donc, je me dis, il y a pas mal de vidéos que j'ai en tête, que je vais enregistrer des petites vidéos pour parler de Passion Médiéviste, en enregistrer plein, mais qui vont sortir au fur et à mesure des mois, tu vois. Donc, c'est parfois un peu se challenger, se dire, allez, je vais faire ça. Parfois, il faut aussi se dire, allez, moi, je suis pas moi, j'ai TikTok. En fait, j'ai pas TikTok. J'ai même pas l'appli sur mon téléphone. J'ai juste sur ordinateur. Donc, je ne consomme même pas TikTok. Je publie des choses dessus en me disant que ce sera juste des choses un peu différentes que les gens verront. Est-ce que tu connais la phrase « qualité en guise de promo » ? Pas du tout. Mais j'aime bien. Est-ce que c'est un peu ça aussi ton état d'esprit ? Oui, c'est ça. C'est ça, c'est que mon contenu parle pour moi. C'est mes podcasts parlent pour moi. Écoutez mes podcasts. Écoutez les podcasts, c'est toujours bien. Et en plus, ça permet, quand on dit on est trop sur les réseaux sociaux et tout ça, eh bien les podcasts, vous pouvez les écouter pendant que vous baladez dans la forêt. Et c'est vraiment, vous n'êtes pas obligé d'être face à un écran pour écouter des podcasts. Donc vous les écoutez, vous mettez dans votre bagage, et puis vous aussi faites des aventures en écoutant des podcasts. Est-ce que tu as un public cible ? Tout le monde. Tout le monde. Les gens qui s'intéressent à l'histoire, en fait. Mais ça, tu vois, c'est vaste. C'est les gens qui ont
un intérêt, même tout petit pour l'histoire, ils peuvent m'écouter. Donc, tant qu'on comprend le français et qu'on est en âge de Voilà. s'intéresser au sujet, on peut écouter. Entre, je dirais, à partir de 15 ans jusqu'à la fin. Tout le monde. Bah, super. Tout le monde est invité. C'est ça. Est-ce que tu cherches la renommée ou tu t'en fous totalement? Bah, je l'ai déjà. Oh, Je suis déjà contente. En vrai, vraiment. Non, mais c'est ça, je suis déjà très contente de ce que j'ai. J'estime qu'à mon petit niveau, j'ai déjà un peu de renommée. Et puis, je suis déjà très contente de ce que j'ai. Et puis, on verra où je suis bientôt. si tu pouvais atteindre les oreilles d'une personne en particulier, ce serait qui? Du Euh, coup, Nota Bene, c'est déjà fait. Bah oui, non, mais tu vois. Oh, alors, ma sœur. Ma sœur n'a jamais écouté ce que je fais. Si un jour ma sœur m'écoute, c'est bon, j'aurais réussi. On a décidé que toute quête se finirait bien dans PodQuest. Mhm. Qu'est-ce que c'est ta plus grande victoire, ta plus grande fierté avec ce podcast? Waouh, il y en a tellement. Mais c'est. Waouh. Juste, alors voilà, ma plus grande fierté, c'est quand les gens me disent mais je pensais pas que je pouvais m'intéresser à ce sujet. C'est bon, c'est gagné en fait. C'est que les gens maintenant, ils ont débloqué dans leur tête ah bah tiens, maintenant je peux m'intéresser à tel sujet et c'est l'ouverture à plein de choses. C'est vraiment la plus grande des victoires pour moi. Ça commence à faire un petit bout de temps qu'on partage ce bout de quête ensemble. Et c'est parfois les aventuriers, pendant leur épopée, quand le temps est un peu long, parfois ils se posent des questions un petit peu loufoques pour passer le temps, pour se divertir. J'en ai quelques-unes pour toi. Ouais. À ton avis, que penseraient les extraterrestres de ton podcast? J'aime bien cette question. Ils diraient oh bah dis donc tout le monde fait des recherches en histoire médiévale. Alors non, mais en fait s'ils écoutent que mon podcast pour donner une image de la Terre, ah oui, ils vont se dire bah dis donc ils sont très historiens sur cette planète. Ça leur servira peut-être pas à grand-chose eux, pour connaître notre planète, mais au moins ils sauront comment ça se passait avant, quoi. Ils sauront que c'est compliqué à l'université aujourd'hui. C'est quoi la chose la plus drôle qui te soit arrivée dans ton podcast? Des fois des histoires un peu rocambolesques. Oui, c'est Super Joute Royale. La chose qui soit le plus drôle qui me soit arrivée, c'est ce format où parce que donc, parmi les formats que j'ai des hors-séries, j'ai plein de trucs et tout, mais j'ai ce format Super Joute Royale où on s'est amusé à classer les rois de France de siècle par siècle, du plus utile au plus boulet d'entre eux, Ah en oui, leur mettant un peu les tier list, quoi. C'est ça, un peu une tier list, Ouais. mais avec des vrais arguments historiographiques. Mais en toute mauvaise foi. Et vraiment, qu'est-ce qu'on s'amuse avec ça. Et là, vraiment, on sort plein de trucs rigolos sur les rois de France, mais pas que. Maintenant, on fait plein de side quests, tu vois, sur plein d'autres trucs, sur les ducs de Savoie. Allez écouter l'épisode sur les ducs de Savoie. On sait pas qui c'est, mais c'est tellement drôle parce qu'en fait, il y a des histoires de meurtres, il y a des histoires de comeback incroyables. Donc, vous pouvez écouter ça aussi. Et si ta personnalité de podcasteuse était un animal, lequel ce serait? Un labrador. Donc Parce très, Je vais voir tout le très monde. conciliant. Oui, je vais voir tout le monde. Je suis bonjour, comment ça va? Ah, et donnez-moi à manger parce que j'aime bien manger. Mais voilà, c'est. Tu n'as pas d'ennemis, quoi. Tu n'as pas d'ennemis. Oh, quand un labrador, ça peut se battre aussi. Attention, hein. Moi, j'ai déjà vu des labradors qui, face à un autre chien qui était méchant, attention, ils peuvent montrer les crocs. Hein. Ils sont pas si, c'est pas si conciliant que ça, mais ils peuvent, voilà, ils sont plutôt, ils veulent faire copain avec tout le monde quand même. Et dernière question, celle-là, elle est spéciale pour toi. Oh waouh. Si tu étais un monument historique, et tu as tout à fait le droit de dire le château d'Angers. Oh, bah, le château d'Angers. Ah, mais il est beau. Ah, mais. Ah là là. Oh, eh ben. Qu'est-ce que c'est dur comme question. Mais je pense que j'aimerais bien. Je suis pas du tout religieuse, mais une abbaye. Tu vois, une belle abbaye médiévale. Il y en a plein. Je suis jamais allée à Fontevraud, là où est enterré Aïdin d'Aquitaine, mais j'aimerais bien. Mais tu vois, un lieu comme ça, un lieu qui a gardé sa mémoire, qui a une architecture où les gens venaient en recueil et tout ça, mais qui quand même est assez ouvert sur le monde. Et l'abbaye de Fontevraud, c'est pas si loin d'Angers, hein, donc finalement, Bah ouais, et finalement, ouais. on n'est pas si loin. C'est ça. Avant de bientôt se quitter, on va quand même s'offrir une petite dose de rêve. Ce serait Ouais. quoi ton invité de rêve dans Passion médiéviste? Celui que j'ai pas encore eu. En fait, je sais pas. Je sais pas. Parce que j'ai déjà eu tellement de gens super. Il y a quelqu'un que je me disais, ah tiens, ça serait cool de l'avoir un jour et peut-être que je vais l'avoir bientôt. Donc là, je vais pas dire pour avoir un peu de mystère. Moi, j'interviewe des gens qui sont des jeunes chercheurs et chercheuses. Donc, que par définition, je connais pas encore déjà. Donc, moi, je veux continuer toujours en avoir et tout. Et toujours d'avoir des jeunes hommes, des jeunes femmes qui continuent. Le problème, c'est que moi, je vieillis. Et eux, ils restent jeunes. Donc ça, c'est... écoute, mon invité sera celui que j'aurai en 2036. Je sais pas encore qui c'est, mais on verra.
Ouais, donc ton invité de rêve, tu le connais pas encore. Voilà, exactement. Peut-être qu'il n'est pas encore né. Peut-être. Ça veut dire qu'il faut durer. Va falloir Ça que le veut dire podcast que Passion je serai médiéviste dure. au moins encore dans 25 ans. Ouais. Waouh, on verra. Est-ce que tu as un grand maître dans ton domaine ou un maître, on appelle ça un sensei au Japon, que tu aimerais avoir pour tes prochaines quests? Ben, moi, j'ai déjà en vrai Nota Bene qui est un Ouais. peu mon sensei pour pas mal de choses parce que lui fait de la vulgarisation scientifique et historique, mais à un niveau, en niveau d'audience en tout cas, qui est beaucoup plus grand que moi. Donc, c'est Il toujours a un intéressant. diplôme dans ce domaine-là ou... Non, même pas. Non, Je non, crois même non, pas. Non, mais voilà, maintenant, il a une entreprise avec 10 salariés. Donc, en termes de modèle de production, c'est hyper intéressant de suivre ça. Mais aussi, comme je t'ai dit, il n'y a pas beaucoup de gens qui font le métier que je fais. Hein. Et mine de rien, on me dit, ah, mais imagine, on te propose de rejoindre une radio, France Inter ou quoi, et de faire ton podcast à la radio. Ben, je suis pas sûre que je dirais oui, tu vois. Parce que ça voudrait dire que du coup, il y aurait des gens qui me diraient de faire ce que je fais déjà toute seule. Je suis pas sûre de ça. Et ça veut dire aussi que j'aurai un cadre et que j'aurai des gens qui... Enfin là, j'aime bien ma liberté actuelle. Et les sensei, voilà, bah écoute, je te dirais, ouais, Nota Bene parce que il est vraiment très fort dans ce qu'il fait et que ça m'inspire de, oui, allez, je peux me prêter à rêver à faire des choses. Et ici, dans PodQuest, on croit au pouvoir de l'intention. Mhm. Alors, fais un vœu pour ton podcast. Qu'est-ce que tu lui souhaites? Je lui souhaite de continuer. Je souhaite que le projet de livre que j'ai se fasse un jour. Oh, Voilà. Je dis pas plus que ça. Mais alors, pour l'instant, c'est vraiment qu'un projet dans ma tête. Il n'y a rien de plus que ça pour l'instant. J'aimerais bien que ça se réalise. Et je sais pas encore si c'est réalisable ce que je veux faire, mais voilà. C'est ça mon intention. sky is the limit. Exactement. Et en quelques mots, c'est quoi pour toi un podcast parfaitement réussi? C'est un podcast qui a un bon son, qui a une bonne qualité de son, où on n'oublie pas les auditeurs, auditrices. Parce que des fois, les gens en fait, font des podcasts pour eux, mais ils oublient qu'il y a des gens qui écoutent. Mhm. Et un podcast où on sent qu'il y a une forme de passion. Voilà. Est-ce que tu dirais que le podcast, il t'a rendu meilleur, il a fait de toi une meilleure personne? Bah, il m'a un peu vu grandir parce que tu vois, maintenant, donc, comme j'ai dit, j'ai 34 ans. Donc j'ai lancé, j'avais 24 ans. J'ai lancé, j'avais 25 ans. Donc il m'a accompagné dans ma transition entre jeune adulte et adulte. Il m'a aidé à grandir. Je sais pas s'il m'a aidé à devenir meilleur, mais il m'a aidé. Voilà, il est ma vie professionnelle maintenant, tu vois. Donc c'est un peu... Moi, je l'appelle mon gros bébé. En fait, Passion médiéviste, c'est mon gros bébé. J'ai les plus petits bébés avec Passion antiquité et Passion moderniste, mais c'est mon gros bébé qui va bientôt avoir 9 ans, tu vois. Donc un jour, il passera le bac, tu vois, peut-être, mais voilà. Pour finir, est-ce que tu as des podcasts à nous recommander? Je peux vous recommander un petit podcast qui est très très chouette, alors qui est actif, mais qui fait pas énormément d'épisodes, donc vous n'aurez pas trop d'épisodes à rattraper. Un podcast s'appelle Culture Bleue. Culture Bleue, en fait, c'est un podcast où c'est Delphine qui, à chaque épisode, vous fait un petit épisode sur un bleu. Il y a différents bleus. Voilà, vous découvrirez ça. Et Wow, dans les autres podcasts, spécifique. un podcast... Ouais, mais il est trop cool. Et un autre podcast très sympa aussi, qui n'est pas directement lié à l'histoire, un podcast qui s'appelle Symbiose, avec un S à Symbiose. C'est un podcast qui fait par donc Amandine Barle, où à chaque épisode, elle interviewe un duo. En tout cas, des gens qui font quelque chose en collaboration. Donc c'est vraiment un podcast sur comment est-ce qu'on travaille à deux et de dire que voilà, il n'y a pas que on n'a pas évolué dans ce monde en écrasant les autres, c'est aussi grâce à la collaboration et grâce à l'entraide qu'on fait des choses. Donc elle interviewe des gens qui travaillent, qui font des alors pas que dans le travail mais pas mal, mais comment est-ce qu'on fait quand on travaille à deux, quand on fait dans une association, dans un couple et tout ça. Donc vous verrez, et c'est très très chouette et c'est très doux en fait. Vous verrez que c'est très très doux à écouter, très voilà, ça fait du bien. Et voilà des belles recos que Fanny nous donne pour finir cet épisode. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. C'était Hugo Micro de PodQuest en la merveilleuse compagnie de Fanny Cohen-Moreau pour le podcast Passion médiéviste. Oui. Merci à toi Fanny. Avec grand plaisir, c'était très chouette. Merci beaucoup et bonne continuation et longue vie à Passion médiéviste. Oui, et puis longue vie au podcast en général. Faites du podcast, Oui. écoutez du podcast, c'est important. Le média libre. Oui. Allez, à la prochaine pour un nouvel épisode. Salut. Vous avez écouté PodQuest, la quête du meilleur podcast, une aventure auditive présentée par Radio Arc-en-Ciel.